Bien. En tout cas, je suis ravi de me retrouver avec vous ce soir. On est ravis, Nathalie et moi. Nathalie va lire vos questions, moi je vais y répondre. Alors, je les ai un petit peu parcourus. J'ai trouvé ça assez extraordinaire. Il y a des personnes qui ont des vécus absolument, comment dire, j'ai pas le mot. Et c'est fantastique ce que vous vivez. Et fantastique, c'est une façon un peu ironique. Hein. C'est pas, j'ai, C'est peut-être la période qui fait que ça remonte ou... Ah, je sais pas, c'est possible, oui. Peut-être que le Contexte, coronavirus fait remonter des choses comme ça vous met un petit peu en phase. Alors justement, j'aimerais bien introduire cet échange, parce qu'en fait, c'est pas en soi une conférence. J'aime pas trop le terme webconférence, on l'a mis parce qu'on n'en a pas d'autres, mais c'est plutôt un partage. On est entre amis, puis je réponds à vos questions. J'essaie de vous faire partager mon savoir, s'il tentait qu'il peut vous apporter quelque chose. Si je peux répondre à vos questions, eh bien, ce sera tant mieux. Sinon, je suis d'avance désolé, parce que j'ai peut-être pas toutes les réponses non plus. C'est chacun a une histoire. Et puis surtout, pour moi, c'est important. Je voudrais pas que vous croyiez à la méthode miracle. Il n'y a pas un truc qui va vous délivrer, parce que j'ai vu certaines questions. J'ai l'impression que vous êtes dans une telle situation que vous attendez comme ça une espèce de remède miracle, de truc. Et ça n'existe malheureusement pas. Moi, je l'ai essayé des tas de trucs, je peux vous assurer. Ça marche pas. Jusqu'au jour où on comprend que la seule chose qui peut vraiment nous délivrer, eh bien, c'est vraiment de décider de prendre notre vie en main. Et j'aimerais commencer avec ça parce que, en regardant vos questions, j'ai vu des personnes dans des situations tellement presque désespérées. C'est tellement extraordinaire ce que vous vivez. Comment dire, j'avais de la peine pour vous, mais j'ai une question à vous poser, et je pense que c'est très important que vous vous posiez à vous-même cette question. Peut-être que pour vous, au regard de ce que vous vivez, est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour que ça change? Parce que si c'est pas le cas, vous trouvez pas de truc. Il faut comprendre. Je redonnais un enseignement que vous m'entendez donner souvent. Il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant, est un aboutissement. C'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles nous avons participé. Je donne souvent d'ailleurs l'exemple du nuage. Regardez un nuage, il se construit à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions, et il se déconstruit, il disparaît à la faveur du changement de ces causes et de ces conditions. Notre vie et tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons ici et maintenant est un aboutissement. C'est la notion dont je parle souvent de résultat. Résultat, ça veut dire résulte de. Et il y a une question qu'on pourrait se poser, c'est de se dire, mais comment j'en suis arrivé là? Quel est le parcours, quel est le chemin qui a fait qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai ce résultat? Et puis, qu'est-ce que je peux faire aussi pour en avoir un autre? Parce que dans la situation où vous êtes, et il y a un autre aspect qui est très important, vous le savez probablement, j'ai passé de très nombreuses années avec de nombreux sages, et notamment avec Shimazu Rinpoche, que j'ai fréquenté sur à peu près une quinzaine d'années. Et il nous disait toujours, il y a deux moteurs à la vie. Le premier moteur, c'est la souffrance. La souffrance, c'est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Il y a un moment, la souffrance est tellement horrible, tellement terrible, si on l'accepte, parce qu'il y a des gens qui s'accrochent à la souffrance, et à ce moment-là, la souffrance, comme par exemple, j'ai vu le cas de personnes qui sont dans des relations mais épouvantables avec leur conjoint, où ils ne retirent rien, ils ne reçoivent rien. Et il y a un moment, c'est de se dire, est-ce que j'en ai pas assez de souffrir? Est-ce que je n'aspire pas à autre chose que ce que je suis en train de me donner là? Et cette souffrance va faire que on va en avoir tellement assez qu'on va se dire, maintenant, il est temps que je passe à autre chose. Et là, on se met en route. Et il disait, le deuxième moteur, c'est la joie. Parce que quelle joie d'être libéré justement de la souffrance. Et en fait, tour à tour, on passe par ces deux étapes. De temps en temps, on revient dans la souffrance, puis on en a vraiment assez, et on se dit, ça suffit maintenant, puis on se reprend en main, on reprend sa vie en main, on reprend les rênes de sa vie, et puis on fait ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on commence à réunir les causes et les conditions de notre bonheur. Parce que le bonheur aussi, justement, résulte d'un grand nombre de causes et de conditions. C'est pas quelque chose qui va tomber comme ça du ciel, qui va apparaître comme par magie. Et là, on commence à se prendre en main et se dire, maintenant, je vais faire ce qu'il faut. Et là, on avance. Et
on commence à ressentir les effets. Pour justement, des personnes qui suivent les cours actuellement, ils nous disent, c'est extraordinaire, on a des témoignages, mais c'est fantastique. Les gens voient leur vie vraiment changer parce qu'ils commencent à changer leur façon de penser, leur façon d'agir et leur façon de s'exprimer. Et donc forcément, ça donne des résultats différents. Et ça, c'est un point qui est vraiment fondamental. Je le répète dans toutes les conférences, et je vais vous le répéter encore ici, au risque de vous casser les oreilles, mais vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à aujourd'hui si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer de la même façon. Les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Donc rien ne changera si vous ne commencez pas dès maintenant à vous dire « Qu'est-ce que je peux faire pour que ma vie change ?» Quand j'ai vu vos questions, je me suis dit « Mais j'avais envie de vous poser une question. Quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire maintenant ? N'en avez-vous pas assez, justement, de souffrir? Je vois des personnes qui ont un métier qui les écrase, dans lesquels ils ne s'épanouissent pas, et vous allez finir en burn-out, c'est pas possible autrement. Des personnes qui sont dans des relations depuis des années où ils ne reçoivent pas d'amour, ils ne partagent rien, ils sont même maltraités. Est-ce que vous allez accepter ça encore longtemps? Ou est-ce que maintenant, aujourd'hui, vous allez décider de faire quelque chose pour que ça change? Parce que quand j'entends vos questions, j'ai l'impression, donnez-moi un truc pour que ça change, pour changer mon mari, pour changer mon enfant qui est épouvantable, non. Moi, ma question, ce qui m'intéresse, c'est pas votre mari, c'est pas votre femme, c'est pas vos gamins, c'est pas vos parents, c'est vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour faire autrement? C'est un peu, si vous allez me voir, moi je suis un petit peu comme un jardinier qui va vous apprendre à cultiver autrement. Vous venez en disant, voilà, mon jardin il est épouvantable, je récolte rien, j'en ai marre, j'arrive pas à me nourrir, mes fruits ils sont pourris, ou ils meurent avant même de commencer à pousser, mes légumes il y a rien, ils me nourrissent pas, c'est épouvantable, est-ce que vous avez un truc? Non, j'aurais pas de truc. J'aurais pas de truc pour améliorer ça. Je vais vous dire, maintenant, il faut changer votre façon, justement, de cultiver votre jardin. Il y a des façons de faire, et ça s'apprend, ça s'acquiert. Et là, on peut. Mais ça ne pourra marcher, et ça c'est vraiment important, il faut que vous le compreniez, ça ne pourra marcher que si vous êtes enfin prêt, vous dites, oui, j'ai vraiment envie d'apprendre, j'en ai marre de mal cultiver, j'en ai marre d'avoir cette vie pourrie, j'ai envie d'avoir autre chose. Est-ce que vous pouvez me montrer comment on peut faire autrement? Et là, on peut faire quelque chose. Là, c'est possible. Et j'ai vu des questions de genre, est-ce que ma situation peut changer? Bien sûr qu'elle peut changer. Si vous comprenez, encore une fois, je le répète, que ce que vous vivez est un aboutissement, c'est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles vous participez directement ou indirectement, autrement dit consciemment ou inconsciemment. Ça veut dire que ça peut être changé, que ce n'est pas immuable, que c'est possible, qu'il y a une possibilité que ça change. Mais ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous, ça va vous dire maintenant, est-ce que je suis prêt? Il y a une grande sage indienne, et ça va rassurer pour ceux qui m'ont dit qu'ils n'ont pas fait d'études, qui se croient nuls, qui valent rien. Mahamanda Mahi était considérée comme une des plus grandes sages qu'ait connue l'Inde. Et elle était illettrée, pour vous dire. Et cette femme fantastique a dit une chose, moi qui m'a aidé, ça a été percutant dans ma vie, elle a dit, c'est de là où vous en êtes qu'il faut partir. Votre point de départ, c'est de votre vie telle qu'elle est maintenant. Aussi nulle qu'elle peut vous paraître, aussi désastreuse qu'elle peut vous paraître, c'est votre vie, elle commence aujourd'hui. Parce que il faut que vous compreniez que souvent les gens s'inquiètent de leur avenir, et je le répète tout le temps, moi je m'inquiète pas de l'avenir, ça sert à rien. Ce dont vous devriez vous inquiéter, c'est ce que vous continuez à semer aujourd'hui. Parce que, comme disait Bouddha, ce que vous vivez aujourd'hui dépend de ce que vous avez fait hier, et ce que vous vivrez demain dépend de ce que vous faites maintenant. Donc la question est de savoir qu'est-ce que vous avez envie de semer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, dès maintenant, à cet instant même, pour que votre vie change. Alors vous avez déjà fait un pas, vous êtes venu à la webconférence, donc c'est déjà positif. Mais combien d'entre vous vont se dire, maintenant, il a raison, il faut que je change des choses dans ma vie, il faut que je change ma façon de penser, il faut que je change ma façon de m'exprimer, ma façon d'agir, et il y a des choses que je peux faire. Et qu'est-ce que je commence par faire?
Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la chose la plus importante. Alors, je vais vous proposer tout de suite une action que vous pourriez faire. Et ceux qui ne le feront pas, eh bien, demandez-vous si vous êtes vraiment prêts. Parce qu'il y a deux choses. C'est Jim Rohn qui disait, si vous pensez que ce n'est pas possible, vous avez raison et ça marchera. Et si vous pensez que c'est possible, vous avez aussi raison et ça marchera aussi. Et puis, moi j'ai remarqué toujours, les gens qui n'ont pas envie de changer, ils se trouvent toutes sortes d'excuses. Ils vont me dire, oui, mais ma situation, vous vous rendez pas compte, vous n'êtes pas à ma place, etc. Vous avez vu comment il est mon mari, vous avez vu comment il est mes enfants, vous avez vu dans quelle situation professionnelle je suis. Et ils se cherchent des excuses et ils n'avancent pas. Ceux qui avancent, ce sont ceux qui se disent, maintenant ça suffit cette situation. Maintenant je vais faire quelque chose, je vais construire quelque chose, et pour que je vais commencer à créer de nouvelles causes et de nouvelles conditions pour que ma vie commence à changer. Parce que c'est comme la personne, je reprends l'exemple, la personne me dit, j'en ai marre, de mon jardin, il est vraiment épouvantable, et cette personne se dit, maintenant, je suis prêt à vous écouter, je suis prêt à étudier, je suis prêt à faire autrement, parce que je veux des résultats différents. Et si vous faites partie de cela, alors vous allez faire ce petit exercice que je vais vous proposer ce soir. Ce soir, et je dirais encore demain, vous allez prendre une feuille, vous allez la séparer en deux, vous allez faire deux colonnes. D'un côté, vous allez noter tout ce que vous ne voulez plus. Au regard de la situation que vous vivez. Il y en a, si vous avez de quoi à mettre. Hein. Et vous la remplissez. Et vous la remplissez, mais de manière authentique. Faites pas ça comme un devoir. Parce que je vous l'ai dit. Faites-le parce que vous avez envie que ça change. Et donc, vous allez noter. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous écrivez, vous devrez en avoir encore plus marre. En disant, vraiment, et noter. Et à droite, dans la colonne, vous allez écrire ce que vous voulez. En étant tout à fait authentique, sans mettre de barrière, c'est possible, c'est pas possible, etc. Ne faites pas, comme disait un sage tibétain, faites pas de ni gna gna. Soyez direct, franc avec vous. Regardez les choses en face. Vous dites, voilà ce que je veux. Voilà ce que je désire. Sans vous poser la question si c'est possible, pas possible. Mettez ça de côté. Et au bout dès demain, vous allez regarder. Vous allez couper carrément avec un ciseau. Vous allez couper cette feuille et vous allez prendre tout ce dont vous voulez vous libérer. Tout ce dont vous en avez marre. Vraiment. Et vous le regardez. Vous le relisez jusqu'à en avoir marre, jusqu'à en éprouver du dégoût en vous disant « je n'en veux vraiment plus ». Et vous prenez cette feuille, vous l'achetez à la poubelle et maintenant vous allez prendre la feuille et regarder ce que vous voulez. Et vous allez vous faire une promesse. Vous allez vous dire maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour que ça change. Je vais prendre ma vie en main. Et je veux commencer à faire un pas après l'autre. Parce que si vous ne faites pas un pas aujourd'hui, vous ne le ferez pas demain, et pas plus que demain. C'est parce que vous l'avez décidé. Tous les changements que vous avez pu connaître dans votre vie se sont manifestés le jour où vous avez décidé de faire quelque chose pour vous. Maintenant, l'autre point qui est important, c'est que vous ne vous accorderez pas ce que vous considérez ne pas mériter. Et je pense qu'il est temps que vous commenciez à vous dire « j'ai droit et je mérite même ce bonheur » pour plusieurs raisons. D'abord parce que votre bonheur va vous faire du bien à vous, mais il va faire du bien aux autres. Parce que, comme je le répète souvent, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Qui mieux qu'une personne en paix peut apporter de la paix autour d'elle. C'est évident. Et en fait, le cadeau que vous allez vous faire, c'est le cadeau que vous allez faire en même temps aux autres. Vous allez vous faire du bien. Et je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Donc, la question, c'est, est-ce que vous allez vous faire le cadeau? Est-ce que vous allez faire le cadeau d'une vie différente, d'une vie plus heureuse? Maintenant, c'est à vous de décider et c'est à vous de choisir. Maintenant, on va prendre vos questions. Mais je vais à peu près vous répéter ce que je viens de vous dire, je pense que c'est important, parce que si vous n'êtes pas prêt à vous dire maintenant, je décide de changer ma vie, eh bien, je ne pourrais pas le faire à votre place. Vous savez, si parmi vous, il y en a qui sont professeurs, vous savez de quoi je parle? Vous avez quelqu'un qui veut apprendre les mathématiques, ou qui veut apprendre à faire du chant, ou qui veut... mais il n'a pas envie de s'y mettre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est impossible. On ne peut pas aider cette personne. Donc, si
alors vous allez forcément repartir déçu si vous attendez un coup de baguette magique. Et si vous voulez des miracles, il y a Lourdes, ça peut marcher. C'est comme le loto, il y en a qui gagnent. Mais c'est comme le loto aussi, il y en a un sur des millions qui vont voir, je sais pas. Mais après c'est pareil, si vous prenez pas votre vie en main, même après Lourdes, vous allez reprendre votre histoire là où vous l'avez laissée. Donc voilà. Donc, si vous êtes d'accord, et ne partez pas avant la fin, je vais vous faire justement, je vais vous donner un sacré coup de pouce et vous allez voir, pas des moindres, justement pour vous aider, pour répondre à vos questions, et on verra ceux parmi vous qui sont vraiment prêts à faire quelque chose pour que leur vie change. Ça se décidera tout à l'heure. Voilà, allez, on y va. Bon, beaucoup de questions. Donc, alors, Fred qui pose une question. Ma question s'articule principalement autour du temps, l'horloge. Pourquoi, quand nous méditons, le temps n'a plus d'emprise sur nous? Impression de méditer 20 minutes et la surprise, 1h30 de passer. Est-ce le fait que notre présence dans l'instant présent n'a plus cours sur celui-ci? Alors j'ai fait une vidéo je vous invite à aller sur les balades de Bruno, c'était ma toute dernière vidéo. En fait, vous découvrez une chose extraordinaire à travers la méditation, c'est que cette notion de temps est complètement relative. En fait, le temps n'existe pas. On voit même d'ailleurs des auteurs qui ont parlé de l'instant présent. Mais essayez de trouver un instant présent, vous en trouverez pas. En fait, nous vivons constamment des instants de conscience. Alors, je vais pas débattre parce que ça va être trop long, je pourrais faire une conférence rien que là-dessus, mais vous allez voir qu'en une fraction de seconde, ce que vous êtes en train de vivre est déjà dans le passé, ça n'existe plus. Donc c'est pour ça que j'ai envie les défenseurs de l'instant présent, j'ai envie de leur dire à quel moment commence le présent, à quel moment il finit. Parce qu'en fait, la vie, c'est un flux continu, permanent, et vous pouvez simplement vivre des instants de conscience. Et vous prenez par exemple le passé, tout ce que vous avez vécu dans votre passé, vous l'avez vécu parce que vous étiez là, parce qu'il y avait cette conscience, en fait, qui a fait que vous pouviez, et tout ça appartient au passé. Mais qu'est-ce qui vous reste de votre passé? Des souvenirs, et en plus des souvenirs qui sont tronqués, parce que si vous aviez la possibilité justement de revivre ce passé, eh bien vous le verriez de manière totalement différente. En vous disant, en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est ce que ma conscience a assimilé à ce moment-là. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, quand vous méditez, effectivement, le temps disparaît complètement. Il n'y a plus de notion de temps, ça ne veut plus rien dire. Donc, voilà. Voilà, je vois Loïc qui vous a mis la vidéo, justement, sur l'instant présent. Donc, je vous invite à la regarder. Allez, la suite. Laurent, comment peut-on, et s'il y a possibilité de chasser son ego ou de travailler dessus? Alors Laurent, je vais vous rassurer, vous n'avez pas ni besoin de chasser votre ego, ni de travailler dessus, puisqu'il n'existe pas en réalité. Ce qu'on appelle l'ego, c'est le sens du moi. Alors, je débattrai davantage vendredi, pour ceux qui suivent les cours, sur cette notion d'ego. En fait, la pratique, petit à petit, va nous amener à réaliser justement que ce sens du moi, en fait, n'est qu'un concept, c'est pas une réalité. En fait, il n'y a pas d'ego. Les bouddhistes disent d'ailleurs, ça fait 2500 ans qu'on cherche un ego, on l'a toujours pas trouvé. Et en fait, la méditation, elle nous amène à lever ce voile. C'est un peu comme si vous étiez devant un brouillard qui se dissout, puis vous découvrez que tout ça, en fait, non, je vais le dire autrement. Imaginez, vous avez un hologramme devant vous, puis vous le prenez pour vrai. Et donc vous êtes un peu effrayé, parce que je sais pas, peut-être qu'il est un peu menaçant, cet hologramme. Et puis, je sais pas, vous avez une espèce d'intuition qui vous fait dire, un truc pas clair là-dedans. Et vous allez vers l'hologramme et vous le traversez et vous vous rendez compte que, en fait, c'était qu'un hologramme. Et la méditation, ça vous amène justement à dissoudre ces perceptions, ces fausses perceptions, en fait, parce que c'est juste une idée. On est attaché à une idée de soi, qu'on défend en plus bec et ongle. D'ailleurs, j'inverse même la question, j'ai envie de vous dire, à quoi faites-vous référence quand vous dites moi, quand vous dites je? Essayez de trouver et dites-moi. Et vous allez voir la difficulté que vous avez d'identifier quelque chose de clair. Parce que cet ego n'a pas d'existence en soi. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas débattre là-dessus parce que ça serait trop long. Hilda, ma créativité est assez libre, juste énormément de difficultés face ou avec tout l'aspect raisonnement comptable et paperasserie. Difficile d'avoir l'esprit gestionnaire. Je me demande comment unifier les deux personnes à l'intérieur de moi. Je crois que c'est pas tellement les deux personnes, parce que je compatis à votre souffrance, parce que je déteste ça aussi, mais comme je dois le faire, j'ai fini par l'accepter et me réconcilier avec ça, et je fais ce que j'ai à faire en me disant bon,
Au début, c'était pas une tâche forcément agréable. Maintenant, ça fait partie du décor. Je l'ai fini par l'accepter. Un jour, vous finirez par complètement lâcher prise et l'intégrer en vous disant, bon, ben voilà, je pense pas être un très bon gestionnaire. Je fais de mon mieux pour essayer d'éviter le pire. Mais voilà, bon, ben, je réponds aux attentes de mon comptable. Et puis, bon, jusque-là, ça peut l'air de plutôt bien rouler. Pas lutter, Voilà, et puis ne luttez ça pas fait contre partie ça. des choses à Oui, faire, c'est de ça. toute C'est façon, un peu comme la vaisselle, la cuisine. Ben, ça fait partie. Comme je dis souvent, vous pouvez le faire en râlant, mais vous pouvez le faire en chantant. David, quand on se sent rempli de bienfaits et que l'on déborde d'envie d'aller de l'avant, doit-on faire écho à son instinct? Oh, bien sûr, il faut faire écho à son instinct. Allez-y, foncez dans la mesure où vous avez envie de vous mettre au service des autres, d'apprendre, de transmettre, de partager, d'apporter, de faire, comme disait Pierre Rabhi, de faire votre part dans ce monde et d'amener les gens justement à quelque chose de plus positif. On en manque des gens comme vous. Donc allez-y. Alors, Marie-Claire, bonjour Bruno, j'ai été élevée dans la peur. Je suis une fille non désirée, née d'un viol entre mon père violent et ma mère soumise qui voulait lui faire un garçon tout fou. 3 filles, je suis la cadette. Je me mets toujours des défis plus hauts que mes forces et quand je tombe, je me fais très mal. Mais j'arrive à me redresser avec mes douleurs et le poids de mes erreurs. J'arrive à avancer, mais maintenant j'ai toujours peur d'entreprendre pour ma vie sentimentale et j'ai toujours peur de décevoir professionnellement et surtout mes enfants. Je pratique bien, mais j'ai besoin de vos conseils éclairés. Marie-Claire, je crois que ça répond un peu à ce que j'ai dit au début. Vous avez un passé qui, effectivement, c'est pas du light. Je suis assez bien placé pour le savoir aussi. Mais j'ai envie de vous dire, si vous comprenez ce que j'ai dit au départ, c'est que tout est un aboutissement, le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions. Ça veut dire que ça peut être changé. Ça peut être transformé. Et c'est toutes les petites graines que vous allez planter chaque jour qui vont aller dans le sens. Et c'est pour ça que là aussi, et c'est très important, c'est là où on a besoin du discernement, c'est de trier, je reprends l'exemple du jardinage, de trier les graines, de savoir ce qu'on va planter, à quel endroit on va les planter, etc. Il y a et ça s'acquiert avec le temps et la pratique. Et surtout, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question, à qui cela va-t-il bénéficier que je m'interdise le bonheur? À qui cela va-t-il bénéficier? Ni à vous, ni aux autres, ni à personne. Vous avez votre passé, il est ce qu'il est, maintenant vous pouvez plus y revenir, vous pouvez pas le changer, c'est un fait, c'est la réalité. Mais j'ai envie de vous dire, comme toute vie, votre vie elle est précieuse. Je pense qu'il est important, c'est que vous reconnaissiez votre valeur et que, à ce titre, parce que vous incarnez la vie, comme tous les êtres sur cette planète, peu importe ce qu'on ait fait, peu importe les choses horribles parfois, mais nous incarnons la vie. Et si vous considérez votre vie comme quelque chose de précieux, vous allez la chérir, vous allez en prendre soin. Et la pratique, comme je le dis souvent, c'est prendre soin de soi. C'est prendre soin de la vie que vous incarnez. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez arriver à renverser la vapeur. Tous les jours, quand je disais, planter une graine, puis une autre, puis vous aurez une forêt magnifique, ou poser une pierre, puis une autre, et vous aurez un édifice fantastique. Et tous les jours, sans jamais désespérer du résultat, parce que vous savez que vous faites ce qu'il faut, eh bien, vous allez progressivement voir les choses changer. Ça mettra du temps. Il y a des gens, leur point de départ n'est pas le même, donc ça met plus de temps, c'est plus difficile. Ils peuvent avoir le sentiment de désespérer. Et c'est là où justement on a besoin parfois d'être guidé, d'avoir de repères. Et c'est pour ça que sur la Terre, il y a eu toujours des guides. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer plein, qui sont pas là pour nous dire ce qu'on a à faire, mais qui sont là pour nous comme des sources d'inspiration. Nous dire, eux, ils l'ont réalisé, moi, je peux le réaliser aussi. Et si j'ai, par exemple, écrit ce livre, Quand la vague réalise quel est l'océan, je l'ai écrit justement comme un livre témoignage, pour montrer que quel que soit le point de départ, et je peux vous assurer, si vous lisez le livre, parfois les gens ils veulent faire un concours de malheur, mais moi, mon enfance, c'était un conte de Zola. Et vous pouvez... et c'était pour donner aux gens, leur dire, mais quel que soit le point de départ, quelles que soient les difficultés que vous avez pu vivre, votre vie, elle peut être différente. Elle peut être différente. Et encore une fois, je le répète, c'est aujourd'hui qui compte. C'est ce que vous semez aujourd'hui qui compte. C'est pas ce que vous avez vécu dans le passé, c'est pas ce que vous vivrez demain, parce que demain sera déterminé par ce que vous allez semer aujourd'hui. Donc je ne ferai que le répéter constamment. Aline, mon manque de confiance en moi me perturbe encore plus en ce moment précis de virus qui est entré dans nos vies.
J'ai la peur qui m'envahit et crains la mort par-dessus tout. Comment trouver une alternative à me raisonner, car cela m'empêche de vivre. En temps normal, et cela depuis que je suis petite, j'ai toujours eu peur de perdre la vie. Ce qui me paralyse dans la vie quotidienne, peur des maladies, des accidents, peur qu'il m'arrive quelque chose de mal, peur qu'il arrive quelque chose de mal à mes proches. Merci de me renseigner. Je crois surtout que c'est Sonia, hein, c'est ça? Aline. Non, Aline. Aline. Je vais pas vous rassurer en vous disant ça va vous arriver, vous allez mourir un jour, c'est un fait. Je me souviens un sage qui commençait toujours ses enseignements qui disait vous savez, on est tous en train de mourir. Et chaque jour, nous mourrons un petit peu plus. Et puis, il y a, comme disent les bouddhistes, il y a deux certitudes. On a deux certitudes. C'est qu'on va mourir. Ça, c'est une certitude. Et comme disait Dalai Lama, je vois pas pourquoi je devrais m'angoisser pour quelque chose qui, de toute façon, va arriver. Donc, on peut se détendre. Et puis l'autre, c'est que on sait pas à quel moment on va mourir. Peut-être demain, peut-être... Donc, est-ce que vous réalisez que vous êtes simplement en train d'écouter votre peur au lieu de vivre? Et je vous dirais, pour vous aider, la peur n'empêche pas le danger. Et je dirais même à la limite, flanquez-vous une bonne trouille une bonne fois pour toutes, et allez-y, allez de l'avant, vivez vos expériences en vous disant, puisque de toute façon, je peux mourir, ça peut m'arriver à n'importe quel coin de rue, est-ce que je vais m'empêcher de vivre pour autant? Et je pense que là, le coronavirus est simplement en train de vous mettre bien la peur sous le nez, de vous dire, est-ce que tu vas encore l'écouter longtemps, cette peur, ou est-ce que tu vas commencer à vivre? Parce qu'on est tous vulnérables. Et la preuve, c'est que le coronavirus nous a montré à quel point nous étions tous vulnérables. On s'est cru très fort, l'orgueil que l'être humain a, c'est fantastique. On croit qu'on peut tout dominer, qu'on peut dominer la nature, qu'on a une emprise sur tout. Et regardez, cette petite chose invisible à l'œil a mis à genoux toute l'humanité. D'un claquement de doigts, c'est fantastique. Enfin, fantastique, c'est une façon de parler, mais je me dis, là, on a vraiment une leçon d'humilité à retirer. C'est que finalement, ça nous ramène à notre juste valeur et d'arrêter de se croire supérieur à tout, et puis surtout de continuer à détruire la nature comme on le fait. Je pense que là, nous avons des leçons d'humilité à prendre, et c'est une chance, j'ai envie de dire, pour l'humanité. Alors, bien sûr, je pense à tous les morts, je pense à tous les gens qui sont en train de souffrir, et puis toutes les entreprises qui sont en train de fermer, parce que là, on est en train de vivre une crise sans précédent, et toute ma compassion va vers eux, mais en même temps, je pense que là, l'humanité doit se rappeler qui elle est vraiment, et qu'elle est indissociable de la nature, et que si elle ne respecte pas, qu'elle ne se respecte pas, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas la nature, eh bien, elle risque d'avoir encore des mauvais retours. Donc là, on a beaucoup à apprendre. Donc, ne vous freinez pas, arrêtez de ne laisser plus la peur décider. Et j'ai envie de vous recommander, entreprenez une démarche. Entreprenez une démarche, faites quelque chose pour que votre vie puisse changer. Parce que sinon, vous allez laisser votre vie... Est-ce que vous pouvez... J'ai envie de vous dire, imaginez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais qu'il vous reste 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans ou plus à vivre dans la peur. Est-ce que c'est la vie que vous avez envie de vous offrir? Est-ce que c'est la vie que vous avez envie de vous donner? Alors il est peut-être temps de vous dire maintenant, il est peut-être temps que j'entreprenne une démarche pour me libérer de cette satanée peur et de commencer à vivre. Sonia, voici ma question. Comment gérer les émotions intenses, celles qui empêchent de dormir? Alors, ma question, c'est est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous avez une pratique? Est-ce que vous avez une démarche, etc. Parce que si vous faites rien, ça va pas changer. Comme je l'ai dit, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer de la même façon, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc là aussi, c'est pareil. Vraiment, je vous invite à faire quelque chose parce que là, vous êtes esclave de vos émotions et vous n'avez pas le recul. Là, on verra justement la pratique, comme la méditation et beaucoup d'autres démarches, peuvent vous aider à parfaitement gérer ces émotions. Dans le cycle 1 notamment. Oui, tout à fait. De la méthode. Janine, je me réveille tous les matins avec l'angoisse. Pourquoi? Peut-être est-ce l'anxiété de la journée qui refait surface dès mon réveil. C'est usant et handicapant pour tenir mes objectifs. J'ai beaucoup de mal à supporter la solitude. Je suis envahie par des pensées négatives. J'accueille mes pensées avec bienveillance, amour et compassion. Mais elles perdurent et je me sens mal dans mon être intérieur. Même réponse, Janine.
et il est temps de faire quelque chose pour prendre l'angoisse. Vous savez, en psychologie, on considère ça comme un mécanisme de défense. C'est quelque chose qui paraît négatif comme ça, mais en réalité, c'est positif. Imaginez, vous êtes dans votre voiture, il y a un clignotant qui s'allume pour vous avertir que vous risquez de manquer d'huile. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas retirer le voyant. Vous allez voir un garagiste qui va vous remettre de l'huile et, le cas échéant, réparer la fuite. Eh bien, c'est un petit peu pareil. L'angoisse, elle est en train de vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Les gens, quand ils sont en accord avec eux-mêmes, quand ils vivent la vie qu'ils ont à vivre, ils n'ont pas d'angoisse. Et ils savent que dès qu'il y a une angoisse, quelque chose qui vient, ils se disent, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon système nerveux est en train de m'alerter qu'il y a quelque chose de bancal dans ma vie. Donc l'angoisse ou l'anxiété, c'est pareil, elle est là pour vous informer, un peu comme la maladie d'ailleurs. L'erreur qu'on fait dans notre culture, c'est qu'on combat la maladie. Alors que la maladie, c'est une information. Et on se dit, je veux pas de cette maladie, vous avez un mal de tête, peut-être que vous avez trop travaillé sur votre ordinateur, vous avez pris des mauvaises positions aussi physiques, ou toutes sortes d'autres choses, ou peut-être que vous vous alimentez pas correctement, et puis votre corps est en train de vous dire, stop, j'en ai marre, quoi. Il vous donne une information. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un Doliprane, ou alors vous allez voir votre médecin qui va vous dire, bon, bah, je vais vous prescrire quelque chose contre le mal de tête. Alors que ça se trouve, c'est simplement alimentaire ou postural. Ça peut être autre chose aussi, hein. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez combattu une information qui aurait pu vous aider à prendre davantage soin de vous. Et c'est vrai pour toutes les maladies. Mais malheureusement, on n'écoute pas, et après, on a des maladies graves. Je pense que ça, c'est très important. Indépendamment, évidemment, il y a des facteurs génétiques qui entrent en jeu, mais même les facteurs génétiques, si on s'accorde une hygiène de vie correcte, on peut éviter justement de favoriser nos prédispositions. Ornella, merci. Voilà, voici ma question. J'ai 35 ans, je suis HP et hypersensible. Je me suis toujours sentie différente des autres. Je n'ai jamais eu de prise sur mes pensées, réactions et émotions. Je subis mon fonctionnement. Je ressens la plupart des choses de façon assez violente et je ne parviens pas à laisser aller par la suite. Toutes ces tensions s'accumulent et s'entassent. Je vis constamment dans le brouillard et au bord du débordement émotionnel. Je passe à côté de ma vie. Elle s'écoule sans que j'y sois connectée. Je me sens impuissante et épuisée. Je vis au quotidien avec un éléphant assis sur ma poitrine. Mon fonctionnement m'étouffe littéralement. Comment me libérer de ce poids et arriver à enfin prendre mon pouvoir? Même chose, Ornelia, c'est entreprenez une démarche. Il est temps de prendre votre vie en main. Entreprendre une démarche, ça veut dire que maintenant je décide de conduire ma vie, de ne plus la subir. L'hypersensibilité, c'est quelque chose que je connais très bien, puisque moi-même je l'ai vécu quand j'étais plus jeune et pendant très longtemps. Et à force de pratique, et bien petit à petit, j'ai appris à apprivoiser, parce que on s'en libère pas, j'ai appris à apprivoiser justement cette hypersensibilité qui aujourd'hui est à mon service et me rend de grands services. Donc j'ai envie de dire, vous avez d'une certaine manière la chance d'être, et vous êtes jeune en plus, vous avez 35 ans, vous avez la chance d'avoir cette capacité, mais maintenant il faut apprendre à l'apprivoiser. Et ça, vous pourrez le faire que grâce à la pratique. Donc on en reparlera après, restez avec nous jusqu'au bout, je vais vous donner justement un petit coup de pouce. Agnès, que faire quand une vieille rancœur remonte? Rancœur liée à une blessure répétée de multiples fois dans sa vie, dans mon cas la dévalorisation, le fait d'avoir été rabaissée par les autres sans avoir pu me défendre. Si vous voulez, imaginez, vous êtes pris aux prises avec une conversation avec quelqu'un et que vous avez envie que cette conversation s'arrête, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter de l'alimenter. Alors peut-être que vous allez vous sentir impoli, mais c'est la meilleure chose à faire. Vous voulez que vous avez une plante, vous voulez qu'elle meure, arrêtez de la nourrir. Si vous voulez que cette vieille rancœur s'arrête, arrêtez de la nourrir. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est facile, ça revient. Non, ça revient parce que justement vous lui donnez de l'attention, vous lui donnez du pouvoir. Et là, encore une fois aussi, la pratique peut vous aider à vous libérer de ça. Il faut comprendre, je vais vous expliquer une chose. Ça, c'est un principe fondamental qui est enseigné depuis des millénaires depuis les grands sages. Non, Jean-René, on fait pas de sophrologie ici et on fait pas de publicité pour ça. C'est gentil, merci. Et il faut comprendre que les bouddhistes disent en fait tout ce que nous avons vécu ont laissé des empreintes sur la conscience.
C'est un peu, imaginez, vous passez toujours par le même chemin, toujours, tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez creuser un sillon. Et vous passez de plus en plus volontiers par là. Et ça me fait toujours penser aux joueurs de bowling. En fait, vous savez, quand vous loupez la boule, elle part dans la goulotte, et puis vous pouvez pas, elle va le faire jusqu'au bout, elle en sortira pas, parce qu'elle va être prise dedans. Et c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que vos tendances sont tellement habituelles que vous partez volontiers dedans. Et c'est la énième colère, c'est la énième rancœur, et ça repart, et parce que vous l'entretenez malgré vous. Je dis pas que vous le faites consciemment et que vous le faites délibérément, mais vous l'entretenez malgré vous. Et c'est très intéressant, puisque là, la science vient à notre service, grâce à la plasticité du cerveau, vous en avez certainement entendu parler. C'est un peu comme lorsque vous apprenez des langues, ou vous faites du piano, du violon, ou des langues, enfin peu importe, il y a un phénomène de répétition qui va faire qu'il y a des connexions nerveuses qui vont se créer. Et c'est la même chose pour les émotions, pour les façons de penser, pour les habitudes. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. Quand vous êtes plein de rancœur, qu'est-ce que vous faites? Malgré vous, parce que vous ne savez pas comment faire autrement, eh bien vous l'alimentez. Ce qui fait qu'elle perdure. C'est comme la colère, en fait. Regardez, si vous savez être attentif et vous regardez dans votre esprit, vous allez voir en votre esprit, votre esprit va se trouver de très très bonnes raisons d'être en colère. Oui, il a dit ça, etc. En fait, vous nourrissez la colère. Et quelle est la meilleure attitude à avoir à l'égard de sa colère? C'est justement ne rien faire. C'est-à-dire ne pas en rajouter, ne pas alimenter, parce qu'au bout d'un moment, ce qui va se faire, c'est comme la peur, d'ailleurs, ça a été étudié, c'est que la peur, elle arrive à un moment, à un paroxysme, et après, ça redescend. Mais si vous l'alimentez, en fait, elle va rester dans le champ de conscience. La colère, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fait, sans vous en rendre compte, vous l'alimentez. Et si vous arrivez à vous rendre compte de ce point, en fait, vous lâchez. Et là, la pratique peut vraiment vous aider. Parce que la pratique, c'est justement rester là, présent, acquérir cette présence qui va faire que vous n'allez plus suivre justement vos tendances négatives, et à partir de là, vous pouvez créer autre chose. Jocelyne, je souhaiterais plus aisément, naturellement, voire plus spontanément, garder de la distance, de la hauteur lors de nouvelles tristes ou fracassantes. Faut-il toujours ce processus, d'abord souffrir, puis digérer et enfin accepter pour évoluer et grandir? Et autour de moi, comment soutenir les autres? C'est comme la colère. Qui entretient ce processus? C'est aussi simple que ça. Bien sûr, la souffrance apparaît, etc. Mais ça peut passer de plus en plus vite, en fait, si vous arrivez à rester attentif. Par contre, pour Jocelyne, moi qui étais un petit peu dans ce cas de figure, je parle de ce que tu enseignes et de ta méthode. Le cycle 1 de la méthode est très très aidante par rapport à ça. André, besoin de quelques moyens concrets et pratiques pour reprendre le contrôle de mes pensées qui m'ont amené à une très grave insomnie chronique. On ne contrôle pas ses pensées, et comme je viens de le dire, je viens de vous donner d'ailleurs le processus, c'est d'arriver à ne plus leur donner ce pouvoir qu'on leur donne. En fait, il faut savoir, je sais qu'il y a des défenseurs qui vont dire le contraire, qui vont pas aimer ce que je dis, j'arrête pas de le dire, et c'est facile à démontrer. La pensée, ultimement, n'a pas de pouvoir. En fait, elle n'a pas de pouvoir, et retenez bien ce que je vais dire maintenant, elle n'a que le pouvoir que vous lui donnez. Dans notre inconscient, on donne du pouvoir à nos pensées. Et Freud a dit une chose qui semble contredire ce que je viens de dire. Il dit, plus une pensée est refoulée, plus elle a de puissance. Mais en fait, il a raison. Parce qu'elle est ignorée par la conscience. Donc tant qu'elle est ignorée et tant que vous êtes identifié à la pensée, c'est-à-dire que vous lui donnez du pouvoir, sans vous-même vous en rendre compte, eh bien, ça continue, elle va avoir un pouvoir. Mais dès qu'elle est démasquée, vous pouvez cesser de lui donner ce pouvoir. C'est un petit peu comme si vous démasquez un manipulateur. Il n'a plus de pouvoir, c'est fini. Et bien pour la pensée, c'est pareil. Ça décroche, c'est fini. Donc, et c'est là où la pratique va vous être extrêmement salutaire. Pratique de la méditation, de l'attention, etc. Tout ça va être extrêmement salutaire pour vous. Alors Dominique, je vais lire ta question, mais je pense que Bruno y a déjà répondu en répondant à Aline tout à l'heure. Je suis une personne très angoissée, j'ai beaucoup souffert, mon mari s'est suicidé il y a 14 ans, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis hypocondriaque, je ne dors plus, j'ai vraiment peur de tout. Oui, faites une démarche, entreprenez quelque chose. Je pense qu'il est temps, il faut savoir, c'est que entreprendre une démarche, c'est pas se dire, parce que bon, pendant longtemps c'était tabou, c'est de se dire, ouais, c'est parce que je suis faible, c'est pas du tout ça. C'est de se dire, c'est de se donner les moyens de conduire sa vie consciemment, c'est de prendre enfin les rênes de sa vie, et de se dire, je vais faire autrement. Si vous avez compris ce que je dis depuis le début,
Je le répète, mais pour ceux qui l'ont pas entendu, si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer de la même façon, vous pouvez pas espérer avoir des résultats différents. Ça va de soi d'ailleurs, c'est logique. Donc si à partir d'aujourd'hui vous dites, je vais commencer à faire les choses autrement, je vais regarder les choses sous un autre angle, parce que toutes les situations, quelles qu'elles soient, ont toujours plusieurs angles de vue. Mais tant que vous êtes sous l'emprise de votre mental, vous êtes limité, vous n'avez qu'un angle de vue, en fait, qui est très limité. Et alors que si vous commencez, d'ailleurs c'est Dalai Lama qui disait au cours d'une conférence, je le répète, mais il y avait un œuf qui était devant lui, et puis il a pris l'œuf, il a dit, vous voyez cet œuf, si je le mets tout près du visage, je vois plus que l'œuf. Mais si je le mets au bout de la main, je vois l'œuf, mais je vois tout le reste. Et tant que vous n'avez pas la hauteur et le recul nécessaire pour voir les choses, eh bien, vous continuez à souffrir. Parce que non seulement vous allez voir votre difficulté, mais vous allez voir aussi comment la résoudre, parce que vous avez en vous tout le potentiel, toute la richesse, toutes les ressources nécessaires pour vous libérer de vos difficultés. Vous avez tout ça en vous, vous n'êtes pas démunis. C'est juste parce que votre champ de conscience est rétréci et fixé sur la difficulté. Marie-Ange, je suis une personne hypersensible et intuitive. On vient d'y répondre à cette question. Enfin, c'était à peu près la même. Les expériences de la vie m'ont appris à gérer cette sensibilité, mais j'ai plus de difficultés à gérer mes intuitions. Je ressens beaucoup les choses et quelquefois cela me déstabilise suivant l'émotion que je ressens avant l'événement. Comment gérer mes émotions suivant mon ressenti? Comme disait mon vieux maître, pratiquer. C'est vraiment la pratique, c'est ça qui va vous donner l'habileté à gérer. Il faut comprendre, comme je le répète souvent, l'adresse commence par la maladresse. Au début, on est maladroit, et puis c'est avec l'apprentissage, la pratique, petit à petit, qu'on commence vraiment à acquérir cette adresse qui fait que ça prend un peu de temps aussi, il faut vraiment l'accepter. Solange, ma question est, comment peut-on apprendre à s'aimer si on nous a appris à aimer les autres et non soi-même, qu'on devait servir les autres avant tout? Comment ne pas se culpabiliser de penser d'abord à soi? Les automatismes sont en place, on doit donc faire des efforts pour changer notre rapport aux autres, et ce n'est pas simple. C'est toujours plus simple qu'on le croit. Comment dire, c'est toujours difficile au début et ça devient simple. C'est parce que vous devez changer d'habitude. En fait, vous avez acquis une façon de faire, une façon de penser, et cette façon de penser peut changer. Demandez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, à qui cela va-t-il bénéficier que je m'interdise justement d'être aimé? Parce que on le sait, et il y a eu suffisamment d'études, quand une personne a été aimée, même un enfant qui a été délaissé, même pendant 6 mois, il n'est pas touché, il va mourir. On voit à quel point, et un enfant qui a été élevé dans l'amour, je ne parle pas de l'amour possessif, mais de l'amour vraiment altruiste, inconditionnel, où on considère l'être comme un individu à part entière, qui aspire au bonheur, eh bien, on aura un enfant qui sera bien dans sa peau plus tard, qui se posera pas la question s'il doit être aimé ou s'il doit pas être aimé, etc. Mais en même temps, si vous n'avez pas bénéficié, parce que moi ça a été mon cas, mais c'est jamais trop tard, parce que c'est maintenant de vous disant, justement, tout l'amour que je vais m'accorder de recevoir, et l'amour que je vais me donner, eh bien, c'est quelque chose que je vais pouvoir donner aux autres. Romain, j'ai 25 ans, je souffre aujourd'hui d'un épisode anxio-dépressif depuis bientôt 2 ans et je n'arrive plus à ressentir des émotions positives. Je reste neutre face à mon environnement et la plupart des situations. Ma question est-ce qu'un jour je vais retrouver la joie, le bonheur dans ma vie? Car en 2 ans, j'ai eu le droit à quelques secondes de joie et cela devient très frustrant pour moi. Oui, Romain, ça reviendra si vous faites ce qu'il faut pour ça, c'est-à-dire de cultiver autre chose. Vous devez renverser la tendance petit à petit, comme je l'ai dit, chaque jour, un pas, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Ça dépend de ce que vous allez semer aujourd'hui. Si vous semez autre chose, différemment, et même si vous avez l'impression d'être un peu ankylosé comme ça, dans cet état d'être, il faut accepter. Puis, je vous encourage, dans votre situation, c'est peut-être de faire des stages dans lesquels vous allez être baigné vraiment dans cette dimension d'amour, de bienveillance, etc. Et ça va vous donner le change et vous allez vous dire, ouais, effectivement, c'est possible. Nous, on a vu dans les stages des gens qui arrivaient, mais qui étaient... alors déjà, on a eu des personnes qui avaient vécu des choses mais absolument abominables, et on a vu des gens qui étaient dans un état, et c'est extraordinaire, ils sont repartis du stage,
Ils ont fait un bond, mais inimaginable, et eux-mêmes ont reconnu, se sont dit, mais je pouvais pas croire que ce serait possible, parce que là aussi c'est pareil, c'est le problème, c'est qu'on est tellement près de son problème, tellement identifié, tellement collé, et parfois ça fait du bien parce que ça nous aide, ça nous tire vers le haut, et ça nous permet effectivement de décoller de ça. Moutsi. Je pratique la méditation de pleine conscience depuis plusieurs années. Je suis intéressée par la pratique de la méditation avec une intention, bienveillance, compassion. Je vous remercie de m'éclairer. Alors j'ai donné tout un enseignement sur justement là aussi les balades de Bruno et sur justement les pratiques de la méditation. Je vais pas le répéter ici, justement j'invite si Loïc peut le mettre, où j'explique justement il y a 3 aspects dans la méditation. La pleine conscience, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça transforme pas, je ne sais pas comment le répéter, mais les gens sont très attachés à ça. J'ai l'impression que quand ils méditent, quand ils font de la pleine conscience, ils méditent. La méditation, c'est un entraînement de l'esprit qui est très complet, où justement vous avez la pleine conscience, la méditation sur les antidotes, la pratique des antidotes, et la méditation sur la vraie nature de l'esprit. Et ça englobe tout ça. Et là, vous avez une pratique très complète. Et c'est d'ailleurs, entre autres, les 3 cycles de cours que nous proposons. Dominique, ça, je vais y répondre. Je suis une néophyte et j'aimerais bien y arriver. Comment sait-on que l'on médite? Je fais les 21 jours avec Deepak Chopra, mais je ne sais toujours pas si je suis en méditation. Alors, ça fait plusieurs retours que j'ai sur ces 21 jours de Deepak Chopra. Je commence à me poser des questions parce que je vois les gens me disent, est-ce qu'ils comprennent pas, ça marche pas. Donc, alors, je sais pas. Moi, je connais pas. Alors, je connais Deepak Chopra. J'ai beaucoup aimé ses ouvrages. Mais, alors déjà, les 21 jours de méditation, ça m'interpelle. C'est un challenge, en fait. Ouais, c'est un challenge. Alors que la méditation, c'est comme disait un sage, c'est retrouver l'état naturel. On peut pas faire un challenge avec la méditation, je comprends pas. C'est un truc, moi, ça m'échappe. Et voilà, c'est s'imposer. Et je vois tellement de, comment dire, tellement d'auteurs où, l'autre fois, il y a des personnes qui disaient la méditation silencieuse. D'accord, il y a un autre truc. Il y a un tel bazar dans la méditation, on sait plus qui fait quoi et qu'est-ce qui peut aider. Moi, comment dire, je m'accroche à cette phrase du Dalai Lama qui disait la bonne pratique, c'est celle qui marche. Si ça change votre vie et que vous êtes meilleur pour vous-même, meilleur avec les autres, que vous avez des relations plus heureuses, j'ai déjà raconté ça dans une webconférence, et c'était justement mon ami Gérard et mentor qui m'a accompagné pendant 30 ans. C'était vraiment quelqu'un de délicieux, parce qu'il faut savoir aussi, là, il y a des idées fausses sur les notions de maître et tout ça. Ce sont vraiment des amis avant tout, c'est des amis de bien. Et il me racontait une histoire. Il avait justement un de ses élèves qui pratiquait. Sa vie a vraiment beaucoup changé. Puis à un moment, il avait plus vu, il avait disparu. Puis il est allé faire des trucs, des méditations, je sais pas quoi. Et puis un jour, il vient voir Gérard. Et puis il lui dit, ouais, tu sais, j'ai vu la lumière blanche, etc. Et puis Gérard Durus, qui a passé des années avec des grands maîtres, vraiment avec des grands sages, il lui dit, écoute, il s'appelait Ariel. Et il lui dit, Ariel, depuis que tu pratiques avec moi, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ah, mais il me dit, ça va mieux, mes enfants me parlent à nouveau, on a une super relation, j'ai retrouvé un travail, je m'entends bien avec ma femme maintenant, qui voulait plus me voir, enfin bref, sa vie avait complètement changé. Il lui a dit, c'est ça qui est important, le reste, tu oublies. Voilà. Donc, arrêtez de vous accrocher à ces trucs, pour moi, c'est de la fantaisie, c'est juste de la fantaisie. Les lumières blanches, les machins, les trucs. Si votre vie, elle change pas, si vous êtes toujours aussi agressif, intolérant, irrespectueux, je vois des personnes qui me donnent des leçons sur la méditation. Mais quand je vois comment ils sont arrogants, je dis, mais c'est ça que vous apprenez dans la méditation? Moi, je préfère la mienne. Si ça vous invite à pas plus d'humilité, à pas plus de respect envers les autres, il faut en changer, parce que là, c'est extraordinaire. Voilà. Bernadette, on entend souvent il faut ouvrir son cœur. Moi j'essaye, mais rien ne vient. Surtout quand j'insiste, c'est pire. Comment ouvrir son cœur? Expliquez-moi s'il vous plaît, je suis vraiment perdue. Bernadette, il y a un mot de trop dans votre phrase, c'est il faut. Il faut pas. Il faut pas. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, c'est pas grave. J'ai envie de dire, faites comme si, puis vous voyez ce qui vient. Et puis petit à petit, le temps fera que ça va finir par se faire, et on ne force rien. C'est, comme je dis souvent,
On peut pas exiger d'une plante. D'ailleurs, en ce moment, moi, je trouve qu'on a une leçon fantastique. C'est le printemps. Moi, j'ai fait des semis, je vois les plantes. Vous pouvez pas forcer. On est pressé, on est vite de les voir déjà. On peut pas tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite. Et comme disait notre cher ami qui est né il y a un peu plus de 2000 ans, qui disait à chaque jour suffit sa peine. Edith, comment peut-on se repérer à savoir si une méditation sur un sujet précis est une bonne méditation ou non? Il y en a tellement sur le net et des livres aussi qu'il est difficile de choisir la bonne pour nous. Je crois que je viens de répondre à la question d'ailleurs, comme disait Dalai Lama, je le répète, mais la bonne pratique, c'est celle qui marche. Vous le voyez par les changements qui s'opèrent dans votre vie. Si vous passez... on anime régulièrement des ateliers découvertes. Je vois des gens qui ont fait des tas de méditations et qui viennent dans les ateliers et puis qui critiquent parce qu'ils me disent « mais je sais déjà tout ce que vous faites, je connais déjà tout ça ». Je lui dis « mais alors pourquoi vous venez ?» Parce que votre vie doit être changée, elle doit être parfaite, ça doit aller dans votre vie. Alors qu'est-ce que vous venez encore chercher? Il y a quelque chose qui colle pas là. Donc et puis, quand elles me décrivent un peu leur méditation, elles me disent « oui, mais moi, quand je médite, je suis assis tous les matins, je me sens en paix, etc. » Mais quand elles sont charriées par quelqu'un, ou quelqu'un leur lance un mot malheureux, ou sont face à des conditions adverses, eh bien, patacrac, tout s'effondre. Il n'y a rien qui marche. Oui. Eh ben, justement, la méditation, c'est qu'elle ne méditait pas. La méditation, c'est pas vivre, les bouddhistes appellent ça la méditation des dieux. Vous savez, vous êtes assis, vous regardez le nombril, vous êtes dans la paix, vous êtes tranquille. Ça, en fait, c'est de la relaxation. C'est juste une recherche de bien-être. Voilà, c'est juste une recherche de bien-être. La méditation, c'est pas ça. La méditation, ça doit atteindre au plus profond vos structures et faire de vous, justement, d'être moins vulnérable aux circonstances adverses. Sinon, si vous n'avez pas ça, c'est que vous ne méditez pas. Ça peut bouleverser aussi. Bien sûr. Donc, de temps en temps, la méditation, ça doit vous bousculer aussi. Brigitte, j'ai entendu plusieurs fois, plus on va vers la lumière, plus on peut avoir des attaques de l'ombre. Que pouvez-vous dire sur cela? Avez-vous déjà vu une ombre vous attaquer? C'est comment dire? Non, je crois que d'abord, je dirais arrêtez de lire, arrêtez de lire. Et la seule chose que je peux vous dire, c'était d'ailleurs Arnaud Desjardins qui disait plus on se rapproche du soleil, plus l'ombre est intense. Voilà. C'est plutôt ça. C'est que vous vous êtes pas attaqué. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avancez, eh bien, imaginez vous allumez la lumière dans la pièce. Eh bien, vous comprenez pourquoi vous vous cognez. Vous commencez à voir tous les obstacles qui se mettaient sur vos dos. Mais c'est pas négatif, c'est pas une attaque. L'ombre vous attaque pas. C'est que vous vous rendez compte à quel point vous viviez à côté de vos pompes. Et c'est désagréable, comme disait, c'était Jung qui disait, il n'y a pas de prise de conscience sans souffrance. Parce qu'effectivement, c'est désagréable. Vous réalisez que toute votre vie, vous avez vécu d'une certaine façon, puis vous étiez à côté de vos pompes. Bon, sur le moment, ça secoue un peu, mais c'est salutaire. C'est toujours salutaire. Juliette, concernant la méditation, je voudrais savoir pourquoi en méditation, je vois des lumières violettes et jaunes dorées sortir et parfois re-rentrer dans ma tête. Alors, je peux pas trop répondre parce que je sais pas avec qui vous avez appris, avec qui vous avez pratiqué. Moi, je sais pas, chez moi, on favorise pas ce genre de choses, ça n'arrive pas. Donc, peut-être qu'il faudrait nous en dire un peu plus. En tout cas, il faut se laisser traverser. Et oui, puis laisser passer. Comment dire, il y a tous les sages, j'insiste, moi, tous les sages unanimement que j'ai rencontrés le disent tous, ne vous attachez pas à ces manifestations. Laissez passer. Elles passent. Comme disait Raymond Rouillère, qui a écrit la gnose de Brixton, disait « il ne faut pas que la petite lumière cache la grande lumière ». Bertrand, je souffre de ce que l'on appelle une phobie complexe. Pas tout à fait phobie sociale, mais apparentée. La méditation peut-elle m'aider à guérir? Oui, bien sûr. Également, il y a un aspect que je ne comprends pas dans la pratique. On doit faire le vide de ses pensées et en même temps ne pas lutter contre elles et les laisser venir. N'est-ce pas contradictoire? Comment faire? Mais... Si un auteur vous dit vous devez faire le vide, dites-lui que c'est une andouille. Parce que c'est impossible. Même Mathieu Ricard le dit. C'est pas possible. Le propre de l'esprit, c'est de produire la pensée. Il y a d'ailleurs un proverbe tibétain qui dit c'est beaucoup demander d'avoir du thé sans feuilles ou de la viande sans eau, c'est beaucoup demander à son esprit que de ne pas avoir de pensée. Et le propre de l'esprit, c'est produire la pensée. C'est plutôt l'attitude que vous avez à l'égard de vos pensées qui va faire la différence. Et ça, ça change. On dit c'est les pacifier. Voilà.
Vincent, voilà, depuis plusieurs semaines maintenant, depuis le début de l'année, je me suis pris en main et j'ai relu une deuxième fois le livre de Bruno, Comment utiliser pleinement votre potentiel. Je médite tous les jours et plusieurs fois par jour depuis le confinement et je rédige tous les soirs 3 actions positives réalisées le jour même. J'ai remarqué depuis peu que j'étais plus sensible aux choses, plus à fleur de peau et également plus exigeant, voire intransigeant envers les autres. Est-ce normal? Oui, ça peut arriver parce que en fait votre seuil de tolérance, en fait, ça baisse. C'est-à-dire que plus vous avancez, et ça c'est très important, ça va tous vous servir aussi. C'est important parce que j'ai vu des cas de maltraitance, c'est extraordinaire. Je me dis, vous avez un seuil de tolérance extrêmement élevé pour subir tout ça. Et en fait, la méditation vous amène à avoir davantage de respect envers vous-même, à vous respecter, à respecter la vie que vous incarnez. Et vous n'acceptez plus forcément les mauvais traitements que les autres vous imposent. Et donc forcément, il peut y avoir, mais ça passe après avec le temps et la pratique, une forme d'intolérance dans le sens où on ne tolère plus certains comportements, certaines attitudes parce que elles sont invalidantes, elles sont destructrices et c'est légitime. Par contre, bon, si on doit courir après tout le monde qui se comporte de la sorte, là aussi il y a une pratique qui peut aider, c'est la patience. Alors, Gisèle, j'ai 55 ans et je désespère d'avoir un jour confiance en Bon, moi. vous êtes toute jeune, 55 ans, vous n'avez Bah pas ouais, désespéré. bah, c'est clair, c'est notre âge. Je n'ai jamais été valorisée durant toute mon enfance et mon adolescence. Mariée à 18 ans, avec un homme méprisant, me trompant sans cesse. J'ai divorcé il y a 17 ans maintenant. J'ai toujours été seule et me suis toujours sentie mal aimée. Bon, on va tout de suite. Yes, Est-ce que la c'est trop question. tard? Eh bien, non. Parce que je l'ai dit, votre vie, elle commence tout de suite. On n'a pas besoin de lire tout le reste. D'accord. Vous avez compris parce que j'ai répondu en fait à cette Ouais. question. Il est temps de vous dire quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire aujourd'hui. Quelle est la vie que vous avez envie de vous offrir. Au début de la webconférence, je vous ai proposé un exercice. Alors ceux qui arrivent seulement maintenant, vraiment, je vous invite à le faire, à réécouter le replay puisqu'il apparaîtra tout à l'heure, et faites cet exercice. Et il est temps. Oui, il y aura un replay, Odile. Justement, je suis en train de le dire. Et donc, vous regardez-le et faites-le. Faites-le vraiment. Parce que, encore une fois, il est temps de vous faire un cadeau. Votre cadeau, c'est ce qui reste à vivre de votre vie et de vous dire, entre le moment présent, maintenant, et le moment où vous allez partir, où vous allez quitter cette bonne vieille terre, il vous reste un espace. Comment vous allez le remplir? Qu'est-ce que vous allez y mettre? Et qu'est-ce que vous avez envie de vous offrir? Alors c'est peut-être temps. Florence, mon mari est parti un week-end. En rentrant, j'ai découvert qu'il avait une maîtresse. Il est donc parti, cela fait 18 mois. J'en souffre terriblement et je ne pense qu'à ça. Auriez-vous un remède à me conseiller? Oui, le regardez sous un autre angle. Votre mari est parti et donc il vous donne maintenant la liberté de faire ce que vous avez envie de votre vie. Donc maintenant, il est peut-être temps de vous faire là aussi des cadeaux et pratiquer. Prenez soin de vous. Il est temps. Peut-être que j'ai envie de dire. Il l'a pas fait volontairement et j'approuve pas ce qu'il a fait, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quelque part, la vie est en train de vous dire, il est peut-être temps que toi tu prennes ta vie en main et qu'elle ne dépende pas de quelqu'un d'autre. Alors, Martine, la question est un petit peu... Attends, Oui. on n'avance pas quand on ne veut pas faire de peine à l'autre, mais le manque de communication n'est-il pas plus dangereux? Dangereux. Oh. Le manque de communication n'est-il pas... Dangereux, c'est un grand mot. Oui. Oui. Si vous passez votre vie à pas vouloir faire de peine à qui que ce soit, vous allez passer à côté de votre vie. Vous vivrez jamais. Donc débarrassez-vous de ça et faites ce que vous avez à faire. Le plus important, c'est vraiment de cultiver la bienveillance, le respect, l'amour, et puis vous apprendrez, comme disait c'est notre ami Christ qui nous a dit, qui nous a laissé un enseignement magnifique. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on fasse à toi-même. Et en apprenant à vous respecter, vous apprenez à respecter les autres, et en apprenant à respecter les autres, vous apprenez à vous respecter aussi. Voilà, on continue. Alors, Martine qui a donc un souci, en fait, avec une personne qu'elle a rencontrée il y a 8 ans et qui a changé de comportement. D'abord très attentionné, câlin et gentil. Il est devenu plutôt distant. Oui. Et donc c'est une personne qui... le plus incroyable, c'est que cette personne, son compagnon, donc est apprécié de tout le monde, et c'est elle, du coup, la méchante. Je voudrais savoir...
Je voudrais qu'il soit comme au début, mais si je le lui rappelle, il me répond « Voilà la leçon de morale qui arrive ». Donc ce manque d'intérêt envers ma personne me laisse un sentiment d'abandon, je me sens moche et mon caractère s'en ressent. Alors là, je ne veux pas avancer un diagnostic, hein, mais je pense qu'un psy en dirait plus long que moi, mais ça ressemble beaucoup à un cas de manipulation. Donc, à mon avis, il est temps de vous barrer, parce que je crois que c'est si vous vous sentez dévalorisé dans une relation, elle doit vous construire. Ça veut pas dire que l'autre peut pas vous apporter le bonheur, mais dans une relation, on est co-créateur de la relation. Je m'explique. C'est que, en fait, d'abord c'est 50-50 dans une relation. C'est un peu comme si vous décidez de créer une entreprise. C'est ce que chacun va mettre dans la relation pour qu'elle soit meilleure, pour qu'elle grandisse, etc. Et on est tous les deux responsables de la relation. Et si on se juge, on se critique, on se fait du mal perpétuellement, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre ça dans la relation? Est-ce que dans une relation, on n'aspire pas à autre chose? Donc là, la question, moi j'ai envie de vous poser la question, quelle est la relation que vous avez envie de vous offrir? Un jour, c'est une amie psy qui disait, l'autre, c'est le cadeau que vous êtes fait. J'entends un silence de la part de beaucoup de gens. Donc, la question, c'est de se dire maintenant, quel est le cadeau que j'ai envie de m'offrir? Donc là, il y a peut-être des choses à remettre en question. Voilà. Daphné, voilà, ces temps-ci, j'ai du mal à être heureuse, c'est le confinement, mais voilà, j'ai mon copain à mes côtés qui m'apporte beaucoup d'amour et essaye de me faire rire. À l'inverse, je ris peu et me sens souvent triste, je ne devrais pas, je l'aime. C'est pas que vous ne devriez pas, la question, c'est pas le confinement. Le confinement ne fait que révéler quelque chose qui est là en vous. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, il y a cette tristesse dont vous devez vous libérer. Et là, c'est pareil, la pratique. Vous avez de la chance, vous êtes accompagné. Votre Ouais, en copain plus, a l'air sympa. ouais. Alors qu'il y en a qui sont tout seuls enfermés dans 30 mètres carrés. Véronique Marie, je viens de subir une intervention chirurgicale ambulatoire, pas grave mais nécessaire. Mon chirurgien me dit que j'étais au seuil de la tolérance de la douleur. Pouvez-vous m'expliquer ce que cela veut dire? Je sais que je supporte beaucoup la douleur comparée à d'autres personnes. Je ne prends qu'exceptionnellement des médicaments. Je peux pas répondre à cette question parce que je sais pas ce qu'il a voulu dire. Donc c'est plutôt à lui qu'il faut le demander. Jacqueline, comment trouver un maître? Vous passez une petite annonce, cherche maître. Donc, quelle bonne réponse. Je sais pas, il y a un adage qui dit le maître arrive lorsque l'élève est prêt. Alors, oui. Le jour où vous serez prête, ça arrivera. Hein. Amélie. Tout dépend ce que vous appelez un maître, hein, parce qu'il y a tellement d'histoires qu'on raconte là-dessus. Alors, j'aurais deux questions. La première étant, comment ne plus avoir peur de la mort et de la maladie? Donc, Bruno a répondu déjà précédemment. La seconde étant, comment arrêter de me sentir inférieure aux autres? Arrêtez de vous sentir inférieur aux autres. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur. C'est une vue de l'esprit. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Vous êtes tous, comment dire, la vie que vous incarnez, c'est à vous à donner de la valeur à votre vie. Votre vie est précieuse. Et il n'y a pas une vie qui est plus importante qu'une autre. Je pense que là aussi, ça mérite, et la pratique pourrait vraiment beaucoup vous aider, parce que ça va vous aider à vous aimer, à vous respecter, comme je dis souvent, quand les gens me demandent, mais comment on fait pour s'aimer? Mais c'est simple, en fait, parce que moi, j'entendais souvent les psys qui disaient qu'il fallait s'aimer. Je disais, ouais, mais moi, je fais quoi, pour m'aimer? Mais en fait, une fois que vous avez compris que vous êtes la vie, au même titre que les autres, que vous incarnez la vie, eh bien, en fait, quand vous aimez la vie. Vous aimez la vie que vous êtes. Il y a Khalil qui se défoule, là. Ouais, au revoir, Khalil. Il est un peu énervé, lui. Alors. Annie. J'ai l'impression de ne pas avancer dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Je souhaite acheter un condo. Je n'arrive pas à passer à l'action. C'est quoi un condo? C'est pas une sorte de camping-car ou je sais pas. Je sais pas. J'imagine toujours que je vais tout perdre, job et argent. Le pire est arrivé, perte de job l'an dernier et maintenant crise du Covid. Je passe énormément d'heures à magasiner sans faire de mouvement car je suis dans l'analyse permanente et cela me paralyse. D'autre part, je suis passée à côté du plus
j'ai passé à côté du plus important, c'est-à-dire trouver l'amour. Maintenant, je suis sans amour et sans condo. Il y Quoi a, faire eh face? oui, il y a un vieil adage qui est dit, on attire sur soi ce que l'on redoute. Vous avez tellement nourri votre peur que voilà, ben, ça vous est arrivé. Donc maintenant, là, vous avez essayé de nourrir autre chose que la peur et de vous dire, voilà, je vais, maintenant que vous avez expérimenté l'autre côté, ben vous pouvez expérimenter autre chose en vous disant, ben maintenant. Mm. Mm. Donc Nathalie, j'ai 51 ans et m'intéresse au développement personnel. Depuis 6 ans, j'ai travaillé avec un an avec un coach. Je poursuis depuis mon apprentissage seul par vidéo, des conférences dont les vôtres, lecture spirituelle, méditation, ceci ayant apporté du changement positif dans ma vie et dans ma relation aux autres. Je souhaiterais savoir comment améliorer encore davantage ma confiance en moi en milieu professionnel, sachant que j'ai vécu de difficiles années de harcèlement moral et travail précaire en intérim qui m'ont marqué. Ben, Nathalie, visiblement, vous avez les outils, il faut les approfondir, pratiquer, comme je l'ai dit. Je pense que c'est ce qui s'applique à tout ce que vous avez fait pour le reste, pour vos relations, s'applique parfaitement. Appliquez ce que vous avez fait pour le reste dans votre milieu professionnel, ça marchera aussi, il n'y a pas de raison. Alors, Marie-Jo, ayant été constamment dévalorisée par mon père lorsque j'étais enfant et adolescente, je manque de confiance en moi. Malgré avoir réussi professionnellement, je me sens illégitime dans mon travail et les fonctions que j'occupe. J'ai pas de bac. Ayant uniquement le bac. De ce fait, je doute de moi, je manque de répartie lorsque l'un de mes dirigeants me met constamment en porte-à-faux et remet systématiquement en cause ce que je dis. Je passe donc pour une incompétente. C'est comme cela que je me vois et c'est l'image que je renvoie aux autres. Je vous remercie de l'aide que vous voudrez bien m'apporter afin d'essayer de changer cet état d'esprit. Je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée dans mon cabinet avec une amie. J'étais à mon cabinet parce que j'ai exercé pendant 20 ans en cabinet et puis une de mes amies qui est psychologue vient me voir et est un peu contrariée et puis elle me dit, écoute, mes supérieurs refusent de me donner un certain poste de responsabilité. Et puis, elle ne s'attendait pas à ma réponse, je lui dis, c'est normal. Il était encore plus énervé. Je lui dis, ouais, mais t'es avec eux, je comprends pas, etc. Je lui dis, non, tu comprends pas. Je lui dis, c'est normal, parce qu'en fait, les autres vont agir avec toi exactement comme toi, tu agis avec toi-même. C'est-à-dire, le regard que tu poses sur toi, en fait, ils peuvent pas agir autrement. C'est-à-dire que comme toi, tu ne te fais pas confiance, tu ne t'accordes pas cette confiance, eh bien, eux ne peuvent pas t'accorder cette confiance. Parce que quelque part, c'est un peu comme si tu te promenais avec une pancarte au-dessus de ta tête en disant, voilà, surtout ne me faites pas confiance puisque moi-même, je suis la première personne à ne pas me faire confiance. Donc, et ça, c'est très important. L'attitude que vous avez à votre égard est très important, le regard que vous avez sur vous-même. Et c'est pour ça que je parlais justement de prendre vraiment à se responsabiliser et à s'aimer, à se respecter, et qui va faire que petit à petit, eh bien, votre rapport avec les autres va changer. Je le répète souvent, en fait, fondamentalement, il n'y a qu'une relation, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Et c'est celle que vous devez chérir, parce que, encore une fois, si vous savez, si vous vous respectez, si vous vous aimez, bien les autres vont vous respecter et vont vous aimer. Vous savez, la notion de être aimable, c'est-à-dire qu'il peut recevoir de l'amour. Voilà. Donc je vois encore le mot hypnose qui se balade. Donc, bon, ça serait gentil, mais on fait pas d'hypnose ici, on n'endort pas les gens. Donc, alors, Martine, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Il y a des maltraitances invisibles et pourtant qui laissent des plaies béantes. Je pensais savoir aimer, mais d'après tes paroles, est-ce que je sais aimer ? C'est pas une question de savoir, mais je pense avoir répondu. Ça a été déjà donné, donc ça, je pense que c'est fait. Là, c'est pareil, la maltraitance, on passe, on a déjà répondu. Question, pourquoi la maltraitance envers les animaux, Laurence. Ouais, justement, j'aimerais bien le savoir. Pourquoi on maltraite tant nos animaux? Je pense que c'était d'ailleurs Lamartine qui disait je sais plus la phrase, il disait mais les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis.
Et moi, je suis devenu végétalien parce que je considère que l'animal a droit à notre respect. Alors, il y a des gens qui vont opposer en disant, ouais, mais les animaux, les carnassiers, ils tuent pour manger. Ben oui, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais nous, on a le choix, justement. C'est la différence avec l'animal, c'est que si on est justement intelligent, aujourd'hui, on a l'intelligence et les moyens de le faire autrement. Moi, je trouve extraordinaire de me dire tous les jours, il n'y a pas de souffrance dans mon assiette. C'est fantastique. Je me dis, de mon fait, aucun animal n'a souffert. Mais ça, c'est mon choix personnel. Les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas la question. Mais il faut bien se dire qu'à un moment ou un autre, il faudra trouver une solution, parce qu'on pourra jamais nourrir 8 milliards d'individus avec de la viande. Et aujourd'hui, je pense justement, ça fait peut-être partie de notre évolution, de nous dire que justement, on doit être capable de passer ce stade, parce que quand on voit, si vous voyez des vidéos qui passent d'L 214, de PETA, des conditions abominables, on en est arrivé là. Je me dis, mais c'est insoutenable, c'est extraordinaire de se dire qu'il y a eu tellement de torture. Comment ils sont, l'attitude, c'est Gandhi qui disait, on peut apprécier un peuple à la façon dont il traite ses animaux. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, Mathieu Ricard le dit aussi souvent, mais c'est pas de lui, hein. C'est de Lamartine. Cécile, comment peut-on dépasser la paresse qui nous empêche de prendre soin de nous-mêmes? Comment être sincère envers soi sans se juger? En faisant, dépasser la paresse, vous faites. Et je pense que c'est important de se dire, mais comment dire, peut-être que vous ne croyez pas assez à votre objectif, à votre but. Et c'est pour ça que vous avez toujours tendance et je pense que c'est important que maintenant, que vous fixiez un but, vous dites, voilà, et de le nourrir, de le faire exister. Qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie? Et il y a une personne d'ailleurs qui avait posé la question, et je vais y répondre d'ailleurs même maintenant parce que ça va servir cette question. Est-ce qu'on peut réussir avec la volonté? Non. On peut pas réussir avec la volonté. Enfin, je veux pas dire par là qu'on peut pas réussir. On peut pas réussir sainement. On peut réussir. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi avec la volonté, mais c'est au détriment de leur santé, du bonheur des autres, etc. Il faut essayer d'imaginer un navire. Le navire, le gouvernail, c'est la volonté. Et le moteur, les voiles, c'est la motivation. La motivation, ça a la même racine que le mot moteur. C'est ça qui vous fait avancer. C'est ce qui vous motive. Le gouvernail, ça donne la direction. Une fois que la direction est posée, on s'occupe plus du gouvernail. Après, on peut le modifier, le cas échéant, parce qu'on peut voir sur le parcours, peut-être qu'il faut changer de direction, etc. Mais ce qui va vous faire avancer, c'est la motivation. Et c'est en nourrissant ces motivations qu'on va avancer dans la vie. Et c'est ça qui va vous faire bouger, qui va vous faire avancer. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui rejoignent les réponses que tu as déjà données. Oui. Est-ce que je te les lis ou... Bon, Elisabeth, comment rendre pérenne la confiance en soi? Malgré toutes mes lectures, tous les conseils, je n'y arrive pas, et ce depuis que je ne travaille plus, depuis que je suis à la retraite. Alors moi j'ai une question, parce que la lecture, franchement, pour moi ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, c'est pas suffisant, ça peut vous inspirer, mais c'est vraiment la pratique. C'est la pratique qui va faire que c'est en changeant vos habitudes de pensée, par la pratique, par l'entraînement de l'esprit, etc., que vous arriverez à ces changements. Mais ça peut pas se faire autrement. On peut pas, ça vient pas. Je vois beaucoup de gens et c'est pour ça, encore une fois, je le répète, mais des gens qui viennent me voir, mais tout ce que vous dites, je le sais déjà, etc. Ils sont gorgés de savoir, gorgés de connaissances. Ils lisent, mais ils mettent pas en application. Et je pense que tant que les gens ne comprennent pas que c'est la mise en application qui va faire que leur vie va changer, il n'y a rien qui changera. Parce qu'en fait, vous avez l'impression d'avancer, les gens, ils lisent même des livres, il y a très longtemps, parce que j'avais parlé justement de l'instant présent, que ça n'existe pas. J'ai tous les adeptes des cartolets qui m'ont écrit en me disant, ouais, qu'est-ce que vous racontez, etc. Mais je disais, mais en plus, je fais la démonstration, ça n'existe pas. Ça pose un énorme problème de logique. Mais parce que les gens, ils réagissent, parce que justement, il reste dans la lecture et pas dans l'expérience. Bouddha dit une chose vraiment qui est très importante et que vous devez appliquer. Ne vous contentez jamais de croire. Il disait lui-même, remettez mes propres enseignements en question. Parce que vous devez aller voir par vous-même, vérifier par vous-même. L'adhésion, ça ne vous libère pas. Si vous adhérez à un auteur, quel qu'il soit, même moi d'ailleurs, c'est important. Si vous êtes juste dans l'adhésion, comme disait Prajnanpad, seuls les crustacés et les imbéciles adhèrent. Bon, je sais que c'est pas agréable à entendre, mais c'est pas l'adhésion qui va faire que vous allez changer. C'est pas en suivant aveuglément un auteur que vous allez changer, c'est en appliquant. Et en allant vérifier par vous-même, et même en remettant en doute vos propres croyances, parce qu'une croyance, ça n'est qu'une croyance. Voilà. Voilà. Et bien on arrive au bout.
Oui, Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont repartir frustrés parce que j'ai peut-être pas répondu à leurs questions, mais je pense quand il y a même les globalement, réponses hein, qui ont il y été a données. énormément. Je vous invite à lire le replay. Là maintenant, moi, je vais vous faire un petit cadeau quand même parce que je pense que On va prendre 5 minutes après pour répondre à quelques questions qui ont été spontanément posées. oui, et on va continuer après. Je vous ai dit de rester jusqu'au bout parce que moi, j'aimerais vous faire un cadeau. J'enseigne la méditation maintenant depuis bientôt presque 35 ans. J'ai découvert la méditation à l'âge de 15 ans, j'ai pratiqué depuis mon plus jeune âge. J'ai eu la chance de passer du temps avec des grands maîtres. J'ai rencontré notamment Shimon Rinpoche, avec qui j'ai passé près de 15 ans, que j'ai côtoyé pendant 15 ans. Enfin, j'ai pas passé 15 ans avec lui, j'ai côtoyé pendant près de 15 ans. J'ai énormément appris, j'ai fréquenté Gérard Duruz. Lui, par contre, ça a été un ami de plus de 30 ans, qui était extraordinaire. Ma vie s'est complètement transformée. C'est pour ça que j'ai écrit le fameux livre, Quand la vague réalise quel est l'océan, parce que je voulais donner un témoignage, pour montrer aux gens que, quel que soit le point de départ, quelle que soit la vie horrible que vous pouvez avoir, elle peut être changée si vous vous donnez les moyens. Et j'ai enseigné en cabinet pendant 20 ans, j'ai été même consultant à France 3 en Alsace, je suis intervenu dans de nombreux hôpitaux, j'ai été consultant dans de nombreuses entreprises aussi, j'ai accompagné beaucoup de gens, et puis j'ai vu surtout des gens changer leur vie. Ah, c'est fantastique quand j'étais en cabinet de voir les gens repartir, voir leur vie transformée. Aujourd'hui, on organise régulièrement des stages. Je peux vous assurer, et s'il y en a qui sont là, ils peuvent en témoigner. Et d'ailleurs, on a des témoignages vidéo de gens qui ont vu leur vie mais complètement transformée. Parce qu'elles ont découvert, elles ont regardé les choses sous un autre angle, et surtout elles ont mis en application. C'est ça qui a fait que leur vie a changé. Si vous passez 4-5 jours à ne faire que ça, à pratiquer, il y a un phénomène d'imprégnation qui se fait. Les gens nous disent, mais après ça se perd pas, il y a quelque chose qu'on garde, mais il faut l'entretenir avec la pratique. Et ça, c'est très important. Puis l'autre aspect, évidemment, c'est la pratique. Et là aussi, vous avez plein de témoignages, vous verrez, de gens qui pratiquent avec nous, qui suivent la démarche. Et vous avez la chance là d'avoir une démarche mais extraordinairement complète, qui a été supervisée d'ailleurs par des sages, par des maîtres, parce que c'est le fruit d'une très longue collaboration. C'est parfaitement adapté à l'occidental. Vous avez 3 cycles. Tout à l'heure, Loïc vous a mis le lien de présentation où je présente ces différents cycles. Et là, on a des gens qui suivent les cours. Et nous, notre but, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas de mon intérêt. Mais on a des frais de fonctionnement. Parce que normalement, des formations comme ça, vous allez partout essayer de voir n'importe quel coach qui va vous proposer. C'est au moins plus de 1 000 €. Nous, on vous fait la formation, elle vaut 250 € par cycle. Son prix normal. En réalité, il y a quasiment personne qui paye ce prix, puisque quand les gens l'achètent plusieurs cycles, on leur fait 97 € le cycle. Et là, pour ce soir, moi, je vais vous faire un cadeau. On va laisser. En plus, c'est bientôt mon anniversaire. Donc pour moi, c'est comme si je vous faisais. Normalement, c'est moi qui reçois le cadeau, hein, mais là, c'est moi qui vous fais un cadeau. Et j'ai envie de vous faire un cadeau parce que là, pendant les 4-5 jours qui vont venir, eh bien, moi, je vous offre de bénéficier de cette formation à 79 € par cycle. C'est complètement vous ne trouverez pas. Là, on le donne carrément. C'est carrément donné. Vous vous rendez compte, c'est un cycle, c'est un bon gros plein d'essence. Et quand vous faites un gros plein d'essence, vous êtes obligé d'y revenir. Alors que là, c'est simplement. Enfin, je pense que vous pouvez vous faire ce cadeau en tout cas. Et là, on vous accompagne. Là, d'ailleurs, vendredi prochain, enfin non, ce vendredi là qui vient, moi j'interviens parce qu'en plus vous êtes accompagné. Et oui. Même pour ce prix, vous êtes accompagné, on vous suit au fur et à mesure que vous progressez. Et moi, je vais intervenir on a créé un groupe privé sur Facebook. Et là, j'interviens régulièrement pour vous accompagner dans votre pratique. Je réponds aux questions. Et donc là, j'interviendrai vendredi. Et j'interviens régulièrement. Et en plus, on a même créé, et ça c'est gratuit, une application sur laquelle vous pouvez retrouver tous vos cours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces cours, une fois que vous les avez faits, vous n'avez plus besoin de les repayer. C'est à vie, c'est acquis à vie. Vous revenez dans 10 ans, enfin si je suis encore là, hein, parce que je sais pas ce que la vie me réserve, eh bien vous voulez recommencer, et là on a plein de gens qui nous ont écrit, surtout à la suite de ces webconférences, écoutez, moi j'ai acheté la méthode, mais je l'avais un peu laissée dans le tiroir, j'aimerais la reprendre. Il y a une personne qui nous a écrit, il avait acheté ça en 2008, il dit, moi j'aimerais bien m'y remettre, pas de problème, eh bien on fait pas payer à ce moment-là, puisque la personne elle l'a déjà, et donc elle peut le refaire. Et je peux vous assurer, c'est un cadeau, et là vous aurez tous les aspects, ce qu'on appelle la pleine conscience, les antidotes, la méditation sur la vraie nature de l'esprit. Vous allez être équipé à vie
et ça va vous rendre des services mais inestimables. Ouais, quand on parlait de Et là, transformation. j'invite, s'il y a des personnes qui font la méthode, je vous invite vraiment à apporter votre témoignage à ce moment-là, si vous suivez la méthode, parce que déjà, Nathalie l'a suivi, Loïc l'a suivi, et c'est bien parce que justement, ça leur a fait un bien fou, qui m'ont dit, mais écoute, moi maintenant je travaille avec toi, voilà, et on est devenu une équipe, on est devenu même des amis, et on se fait plaisir. Donc voilà. Comment dire, quand j'ai entendu cette phrase de cet ami psychologue qui disait l'autre c'est le cadeau que vous vous faites, mais après je l'ai généralisé et je me suis dit en fait c'est quoi le cadeau qu'on a envie de se faire? On a une vie et comment on a envie de la remplir? Je pense que quelle que soit l'expérience que vous avez vécue, aussi douloureuse, peut-être que justement, rappelez-vous ce que disent les bouddhistes, la souffrance est comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Quelque part, on s'est installé quelque part dans des croyances, dans des idées, dans des concepts qui font qu'on a la vie qu'on a aujourd'hui. Et c'était un auteur américain qui disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Le problème, c'est que vous n'avez pas conscience de vos pensées. » Et c'est vrai que ça a un petit côté pas forcément agréable à entendre, mais très édifiant en se disant « Bah ouais, maintenant, si j'ai envie de changer ma vie, bah, il est peut-être temps que je fasse quelque chose. » Et que, en fait, ce que je suis en train de vivre, c'est en train de refléter ma manière de voir les choses, que je suis misérable, que je vaux rien, que je ne mérite pas le bonheur, etc. Mais ça vient que de vos pensées. Et c'est pas par hasard si vous rencontrez certaines personnes, on connaît bien, vous savez, l'histoire du bourreau et de la victime. La personne, elle va rencontrer un bourreau, pourquoi? Parce qu'elle est victime. Le jour où elle va se libérer justement de son côté victime, eh bien, peut-être que justement sa vie va commencer à changer. Parce qu'elle va changer son état d'esprit. Si vous commencez à vous dire, mais j'ai droit au bonheur, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'être respecté, et je mérite ce respect, et je vais m'accorder ce respect. Si vous commencez à accepter de recevoir de l'amour des autres, et c'est ce qu'on vit notamment dans les stages, dans les retraites, c'est fantastique. Il y a des gens, on a vu des gens, mais fermés comme des huîtres quand ils sont arrivés. Ils pleuraient de bonheur quand ils sont partis, ils se disaient, mais en fait, je réalise que je m'interdisais de recevoir. Alors que personne ne m'empêche de recevoir. Personne ne m'empêche de recevoir. Et ils se sont fait ce cadeau en venant à des stages, en disant mais c'est génial. Et il n'y a rien de perché, on n'est pas là à prier des entités ou je sais pas quoi. C'est des gens qui ont vraiment les pieds sur terre. C'est constructif, c'est pragmatique. Tous les sages que j'ai rencontrés, d'ailleurs, c'était Chimène Rinpoché qui disait en Occident, vous pratiquez le romantisme spirituel, parce qu'il rigolait, on lui racontait comment les gens pratiquaient la méditation, et il s'amusait, parce que c'est des gens, les sages, c'est des gens extraordinairement concrets. Je peux vous assurer, il n'y a pas d'idées farfelues, des choses, où les gens planent dans les sphères de la conscience. Je vois des gens qui me racontent des trucs. Je me dis, mais nous on fait pas ça chez nous. Non, c'est pas. Moi, c'est pas mon truc. On apprend à s'aimer. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux avec les autres. C'est de construire ensemble le bonheur, parce que justement, on est une communauté qui s'appelle la Terre. Et quand je vois le bordel qu'on a foutu sur la planète, il serait peut-être temps de changer, justement. Et puis je vous invite, puisque tous les dimanches, et ça c'est gratuit, tous les dimanches on fait des méditations collectives, donc venez, vous êtes les bienvenus, vous pouvez pratiquer avec nous. Alors c'est un aspect, ça ne vous donnera pas toute la méthode, toute la démarche, mais là aussi, si vous venez avec le cœur et l'esprit ouvert, vous êtes les bienvenus, parce que là, la dernière fois, on avait près de 1200 personnes qui étaient présentes, qui ont médité ensemble, et c'est fantastique, il se passe vraiment quelque chose. Donc voilà, je pense que... Alors, où se passent les stages en Alsace? Dites-vous, vous prenez des vacances, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, vous êtes trop loin !» Je me dis, mais où est-ce qu'ils passent leurs vacances? Ils peuvent pas prendre le train. Plus, il y a un direct depuis le sud-ouest, il y a l'avion parce qu'il y a un aéroport pas très loin de là où on fait. Donc, c'est facile. Et puis, on organise du covoiturage. Donc voilà. Vous pourrez avoir les dates des stages sur le site. Oui, allez sur là, c'est pareil, on vous a mis onglet cours, vous tapez onglet stage. Voilà. Alors, il y a stage de printemps et stage d'été, mais en fait, sur les stages de printemps, il y a les stages d'automne aussi, puisqu'il y en aura en septembre. On espère que Monsieur Coronavirus sera parti et qu'on pourra faire nos stages. Mais celui-là risque d'être plein parce qu'il y a tous ceux qui étaient inscrits au mois de mai, au mois de juin, qui vont venir dans celui du mois de septembre. Mais on a encore quelques places, mais vraiment très peu au mois de novembre. Et on en fait une. Elle n'est pas encore affichée sur le site. Je vais m'en occuper. Il y en aura une en fin d'année pour Nouvel An.
à laquelle vous pourrez venir. Et puis après, on vous donnera les dates aussi en 2021, parce que c'est très demandé. Là, jusque-là, bon, à part le coronavirus qui est passé par là, mais tout était rempli, on était plein. C'est vraiment des mois à l'avance, 6 mois, 8 mois avant, tout est complet, hein, donc il faut le savoir. Donc si vous avez envie de réserver une place, alors je sais qu'il y a des inquiétudes, etc., mais il va bien finir par s'en aller, notre coronavirus chéri, hein. On va lui souhaiter de lui dire au revoir, et puis voilà. Donc voilà. Bien, écoutez, j'aurais aimé répondre à toutes les questions, mais il y en a tellement, on refera des conférences. Mais j'espère que vous aurez trouvé des réponses déjà. Et vous aurez déjà des réponses. Mais voilà, regardez, il y a les balades de Bruno, je donne énormément, et ça c'est du gratuit. Les balades de Bruno, je donne plein de réponses déjà à des questions que vous vous posez. Je colle vraiment à ce que vous me dites. Je suis très attentif à ce que, donc déjà, tapez les balades de Bruno, vous allez tomber dessus, avec un seul L, parce qu'on m'a dit, il faut pas mettre de L sur la balade, mais des fois ça peut être la balade chantée. Et puis vous avez plein de vidéos sur YouTube, sur Facebook. Allez voir, on donne énormément de gratuits pour ceux qui ont vraiment pas les moyens. Mais franchement, dites-moi, franchement, 79 € pour 12 semaines de formation. Donc vous vous rendez compte, 3 cycles de formation. Vous êtes accompagné, et c'est un cycle, c'est des cours qui se passent dans le plaisir, dans le bonheur, hein. C'est pas un truc contraignant, chiant comme à l'école, hein. Vous savez, c'est vraiment le truc où vous faites plaisir. Et vous vous rendez compte, 9 mois de formation pour 237 €, 238 €. C'est complètement ridicule. Enfin, il y a personne qui fait ça. D'ailleurs, il y a les coachs qui doivent m'en vouloir, parce que quand je vois les prix qu'ils demandent, c'est juste, vous allez, alors, ça sera mon petit coup de gueule pour terminer, parce que j'entends trop souvent, et là, je pointe un petit peu du doigt volontairement certains coachs qui disent ce que vous donnez est la hauteur de ce que vous valez. En termes d'investissement financier. Et je trouve ça, c'est vraiment manipulateur, parce que la vie, la valeur de la vie ne se monnaie pas. Votre vie, je dirais, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur, et elle mérite justement qu'on lui prête attention. Et moi, j'ai pas envie de tomber dans ce travers. C'est pour ça que de la valeur, mon but, c'était justement de faire. C'est pour ça que si je fais ces prix aussi bas, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour que tout le monde, au contraire, puisse en bénéficier. Qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse en bénéficier. Mais bon, en même temps, moi j'ai un loyer à payer, j'ai des traites, le fisc Meurluc du coin de l'œil si je paye pas mes impôts. Donc voilà, je suis comme vous, on en est au même niveau. Mais franchement, c'est une participation tout à fait correcte et honorable. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Moi, j'ai eu vraiment un plaisir. Merci pour toutes vos questions. Infiniment. Vous avez été fantastiques. J'espère qu'on se reverra. Il y aura d'autres webconférences si vous êtes frustrés qu'on n'ait pas répondu à vos questions. On essaie d'y répondre par mail, mais un peu de patience, parce que là, les gens ils nous ont envoyé des petits trucs pas très sympathiques. On reçoit près de 400 mails par jour. C'est énorme, hein, vous savez. Il faut traiter tout ça. Donc, c'est beaucoup de travail, et on est très peu de monde, justement, parce que on fait pas d'enrichissement personnel. Donc, voilà. Donc, on vous aime. On pense très fort à vous. Et puis, venez aussi dimanche à la méditation collective. On sera ravis de vous voir. Loïc va vous mettre ça dans le chat. Voilà. On a été ravis d'être avec vous ce soir. Au plaisir. Un grand merci. Bye bye. À bientôt.